bonjour. Nous allons maintenant examiner un second aspect du thème de la parole qui concerne son rapport avec la société et la communication. Bien évidemment, dans le monologue ou dans le soliloque, y compris au théâtre, nous pourrions parler seuls. Mais la parole, c'est fondamentalement un lien humain. Il y a un rapport avec la socialisation et la parole serait le fondement de l'humanité. Nous allons voir comment cette expression de la parole a pu se développer dans l'histoire des idées et des sociétés. La référence que l'on utilise souvent, c'est celle de l'Antiquité, marquée par la tradition de l'échange philosophique. Les philosophes de l'Antiquité se regroupaient dans des cercles d'amis. La philosophie est une affaire d'amis. L'amitié, d'ailleurs, est une vertu, si vous voulez, antique. Le rapport à l'autre a pu se manifester aussi, bien évidemment, par ce que vous savez du dialogue socratique. Le dialogue socratique qui manifeste la recherche de la vérité par des questions. Donc ce dialogue, cet échange philosophique, permet une parole, si vous voulez, vivante. Et cette tradition de la parole vivante a été très longtemps défendue dans l'histoire des idées, beaucoup plus tard au XVIIIe siècle par Rousseau, dans les Confessions, notamment contre les propos mondains et affectés, puisque Rousseau préférait la communication sincère, authentique, spontanée et libre. On le voit très bien dans son roman L'Émile, qui est un roman d'ailleurs pédagogique, un roman d'idées. C'est pas uniquement un roman pour le divertissement, comme le roman l'est souvent en fait sous l'Ancien Régime. Dans L'Émile, Rousseau fait l'éloge de la convivialité avec des paysans qui sont un peu des paysans d'opérette entre guillemets, avec lesquels en fait il pouvait parler librement. Alors, parler à autrui, c'est converser avec autrui. Et là, nous abordons un thème important au niveau des faits sociaux et culturels, c'est la conversation. La conversation qui, par nature, est libre, mais pas pour autant décousue. Elle est désintéressée, parce qu'elle ne vise pas d'objectif, si vous voulez, utilitaire, et elle se veut sincère. Et bien évidemment, nous pourrions citer des conversations parfaitement affectées. Je pense à des romans de Marcel Proust. Dans un roman de Marcel Proust, Madame Verdurin et la caricature à la fois bourgeoise et grotesque de la mondaine qui est complètement décalée du réel. Mais toute conversation ne va pas dans ce sens-là, et la conversation doit être, si vous voulez, évidemment, sincère et authentique. La conversation s'inscrit dans une tradition culturelle française dont nous avons un certain nombre d'expressions, comme les salons, notamment au XVIIe siècle, les clubs politiques au XVIIIe siècle, ce qui va, je dirais, fabriquer ce qu'on va appeler l'opinion publique, ce qui veut jouer un rôle politique. L'opinion publique n'est pas exactement l'opinion populaire. Et au XVIIe siècle, vous avez entendu parler de l'honnête homme. Vous savez, chaque siècle a un peu son idéal. Le Moyen-Âge a le chevalier, le XVIe siècle l'humaniste, le XVIIe siècle l'honnête homme, le XVIIIe siècle le philosophe. Et l'honnête homme est à la fois un esprit cultivé, tourné vers la culture générale et vers l'universel, mais également c'est un esprit sociable qui sait échanger et écouter avec les autres. En effet, la finalité de la conversation, c'est bien d'échanger et peut-être de stimuler l'autre, de réveiller les idées en l'autre, d'écouter l'autre. Écouter l'autre, c'est aussi l'une des qualités du dirigeant en politique ou en entreprise. Certains polémistes ou certains moralistes du XVIIe siècle font un portrait, je dirais, négatif de ceux qui ne savent pas écouter. Ainsi, dans les caractères de la Bruyère décrit Arias. Arias, vous avez sans doute lu ce nom dans vos études, A2RIAS, qui est un personnage en fait qui n'écoute pas les autres, qui parle tout seul, qui est un mythomane, qui dit tout et n'importe quoi, jusqu'au moment où il est démenti par l'un des convives qui se trouve, si vous voulez, à sa table. Donc c'était l'exemple du XVIIe siècle et les qualités de l'honnête homme, celui qui sait, si vous voulez, converser. La conversation s'exprime aussi au XIXe siècle dans le monde bourgeois parce qu'elle manifeste un ordre social. La maîtresse de maison de l'immeuble bourgeois, de l'immeuble haussmannien, doit savoir placer ses convives, faire parler les uns et les autres à tour de rôle, placer ses convives et peut-être éviter des sujets parfois jugés trop délicats, entre guillemets, religieux ou en fait, si vous voulez, politiques.
Et inversement, évidemment, dans d'autres milieux, on peut s'exprimer de manière complètement débridée. On le voit très bien dans les romans de Zola, dans l'Assommoir, ou aussi dans les romans de Louis-Ferdinand Céline, qui manifestent un parler populaire. Le parler populaire de la banlieue parisienne, celle des années 1920-1930. On pourrait parler aussi des films policiers, notamment des dialogues de Michel Audiard, du parler parisien, du parler populaire, tout d'ailleurs tout ce qui est lié au bruit de la ville, au bruit des marchés, aux conversations, aux cris de Paris, entre guillemets, aux conversations bruyantes des gares parisiennes dans les années, si vous voulez, dans les années 50. On pourrait évidemment évoquer aussi, mais nous pourrions le faire un peu après, dans une autre partie, la question de la parole dans la postmodernité individualiste d'aujourd'hui, parce que ce n'est pas du tout le même type de parole que la parole, je dirais, populaire et gouailleuse du parler parisien auquel je faisais allusion. Converser et parler, c'est donc communiquer. Mais ce n'est pas toujours possible. Ce n'est pas toujours possible pour différentes raisons. Ça peut l'être pour une raison philosophique, dans la mesure où une philosophie qui serait au fond pessimiste ou nihiliste montrerait l'incommunicabilité des êtres. J'en vois deux exemples littéraires, l'exemple de Céline dans Voyage au bout de la nuit et l'exemple du dramaturge Samuel Beckett. Céline dans Voyage au bout de la nuit s'oppose complètement à ces romans du 19e siècle, à ceux de Balzac où les personnages, si vous voulez, parlent et interagissent. Dans Voyage au bout de la nuit, qui est un roman très long, le personnage principal, le personnage de Bardamu, est toujours en fait renvoyé, si vous voulez, à lui-même. Il n'y a jamais de communication réelle. La non-communication est constante. On le voit très bien d'ailleurs à la guerre, où Céline montre un décalage pathétique entre le discours patriotique et l'horreur de la guerre. On le voit dans d'autres aspects du roman, qui est un roman très long qui fait plus de 600 pages, lorsque Bardamu, ce personnage qui n'est pas un personnage glorieux au sens, et ambitieux au sens balzacien, travaille à la chaîne chez Ford à Détroit. Et il y a tellement de bruit qu'il ne peut pas parler à l'ouvrier voisin. En fait, la communication est impossible. On le voit aussi lorsque Bardamu est médecin de banlieue, en proie aux médisances. Il n'y a pas de communication, il n'y a pas de lien social, et il est assiégé par les médisances et par les ragots du quartier de tout un ensemble de gens qui l'accusent d'être un incapable. Autre exemple, c'est le théâtre de Beckett, si vous voulez, dans les années 50. Les années 50-60 se manifestent quand même par une vitalité de la communication populaire, mais je dirais sur la scène théâtrale et intellectuelle, les choses sont tout à fait différentes. Dans le théâtre de Samuel Beckett, on passe le temps en bavardage décousu, en paroles, si vous voulez, confuses. Le dialogue est impossible, en particulier dans cette pièce qui s'appelle « Oh les beaux jours », où le personnage de Winnie, joué par Madeleine Renaud, disparaît peu à peu et s'écarte de son mari. Le décor, si vous voulez, est vide. C'est d'ailleurs un décor, je dirais, parfaitement minimaliste. On pourrait remarquer en matière de théâtre, d'ailleurs, une évolution du décor tout au long des siècles, puisque dans l'Antiquité, le théâtre se passait dans un palais antique. Au XVIIIe siècle, XIXe siècle, les pièces de théâtre se passent dans des intérieurs bourgeois ou sur des scènes historiques. Je pense notamment au théâtre de Hugo et dans le théâtre de Beckett. Nous sommes dans le minimalisme, c'est-à-dire des murs gris. Il n'y a plus, si vous voulez, aucun décor. Merci de nous avoir écoutés. Nous vous souhaitons bon courage pour les épreuves que vous passerez en 2017. Nous vous invitons d'ici là à vous reporter également à l'ensemble des réalisations d'Espace Prépa dans le groupe Studirama, les annales des concours, le magazine qui comprend des dossiers très riches, également le livre La Parole que j'ai réalisé avec Tony Brachet. Merci.